Bonjour à tous, bienvenue encore à une nouvelle édition des animations scientifiques d'EcoFog. Donc aujourd'hui, on a une présentation par Iris Amata Dion et Xavier Orion, excusez-moi, peut-être que j'ai Voilà. écorché le nom. Euh, et en fait, ils vont venir nous parler d'un sujet qui semble attirer beaucoup de monde. Sur comment diffuser les résultats les travaux du groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat à travers les bandes dessinées. Donc là, je pense qu'il y avait Lucie peut-être qui veut faire un petit commentaire. Bonjour tout le monde, un petit commentaire un peu triste. Je n'ai pas encore reçu la BD. Iris, je suis désolée, je l'ai commandée juste après ton départ, mais c'est le seul carton qui n'est pas monté dans l'avion. Voilà. Ah, Mais il devrait arriver très très vite et donc la BD sera disponible à la doc, j'espère, la semaine prochaine ou la suivante. Voilà. Donc Iris et Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette présentation à distance et je vous laisse la parole quand vous voulez. merci. Et ben, merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. On est vraiment très, très heureux avec Xavier d'être présent à distance et d'avoir été invité du coup à cette animation scientifique. Pour le contexte, j'étais de passage à Kourou au mois de septembre et donc j'ai rencontré Lucie et à qui j'ai parlé de cet ouvrage et qui m'a proposé donc de venir le présenter pour une animation scientifique. Du coup, avec Xavier, aujourd'hui, on vous propose de vous parler donc de cet ouvrage qu'on a réalisé ensemble, mais aussi en collaboration avec 9 auteurs et autrices des rapports du GIEC. Et, euh, et pour ça, dans une première partie, on a divisé un peu en deux parties. Une première partie où je vais présenter l'ouvrage et une seconde partie où Xavier discutera de l'importance et des difficultés de diffuser les travaux du GIEC. Du coup, dans toute notre présentation, les images qu'on a choisi de mettre proviennent directement de l'ouvrage, ce qui vous permettra d'avoir un aperçu. Alors, donc pour commencer, je voulais faire un point pour rappeler ce que c'était le GIEC. Donc, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 40 000 publications scientifiques par an sur les thématiques du changement climatique. Donc, autant dire que bah, ni vous, ni moi, ni aucun décideur, ni personne n'est capable de lire 40 000 publications scientifiques en un an, de les comprendre et d'agir en conséquence. C'est beaucoup trop. Et du coup, c'est pour ça que ce groupe a été créé. Donc, c'est un groupe de plus de 800 scientifiques du monde entier qui regroupe donc 195 États et qui ont comme mission de réaliser une synthèse de toutes ces publications, qui soient scientifiques, technologiques et socio-économiques. Donc, ce sont des synthèses ont des rapports qui font plus de 4000 pages, mais ensuite qui sont encore resynthétisés dans des rapports plus courts à destination des décideurs et du grand public. Donc ces rapports, ils en publient depuis plus de 30 ans aujourd'hui. On en a, il y a une mise à jour de ces rapports tous les 3 à 5 ans. Et donc aujourd'hui, ils ont publié 6 rapports et le septième est en préparation. Et donc ça a été institué en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et par l'Organisation météorologique mondiale. Il y a les petits logos en bas de l'image. Et en gros, on voit IPCC parce que c'est donc l'acronyme en anglais pour Intergovernmental Panel on Climate Change. Ce que j'aime bien aussi rappeler quand je présente le GIEC, c'est qu'une des conclusions majeures de ces rapports, c'est de dire qu'aujourd'hui, et ça de façon sans équivoque, on n'a vraiment pas de doute sur ce résultat, c'est que 100% du réchauffement observé durant la dernière décennie est dû aux activités humaines. 100%. Euh, et, euh, et aussi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que le GIEC ne se contente pas de synthétiser les connaissances scientifiques, mais aussi il crée du coup un dialogue, un lien avec la société, puisque la société peut s'emparer de ces connaissances. Et d'après moi, c'est ça qui est essentiel, c'est que la société puisse s'emparer de ces connaissances scientifiques pour pouvoir les comprendre et agir individuellement et collectivement. Et c'est ça qui m'a motivé, qui nous a motivés à réaliser cet ouvrage. Euh, Donc un petit rappel très, très rapide de ce qu'on peut trouver dans ces rapports.
Tout d'abord que les températures ont augmenté de 1,2 degrés en moyenne annuelle depuis l'ère pré-industrielle. Donc c'est vraiment une moyenne annuelle et globale. Et si on regarde à l'échelle plus locale, par exemple, si on regarde que les continents, la moyenne annuelle les moyennes ont augmenté de 1,6 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et si on regarde que les océans, ça a augmenté de 0,88 degrés. Et si on regarde sur certaines régions, pendant certaines saisons, ça a augmenté de plus 5 degrés en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, comme je le disais, on sait aujourd'hui que cette augmentation de température est due aux activités humaines. Ça, on le sait notamment en comparant sur l'image de gauche. Là, c'est un auteur du GIEC qui s'appelle Christophe Cassou qui nous présente ces résultats, et pas les siens, mais les résultats. Et donc, sur l'image de gauche, on voit en noir la courbe des observations de mesures de température moyenne à l'échelle globale et qui compare à des simulations comprenant à la fois les activités humaines et les variabilités naturelles du climat. Et on voit que les observations collent bien, les simulations collent bien aux observations. Mais si dans les simulations, on enlève tout ce qui provient, toute l'influence de l'activité humaine, on voit sur la figure de droite que la courbe de la simulation en bleu n'augmente pas, montrant donc que quand on enlève l'influence humaine, il n'y a pas cette augmentation de température. Alors, les conséquences de ça, c'est une conclusion majeure du groupe 2 du GIEC. Je reparlerai plus tard des différents groupes du GIEC. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent déjà dans des conséquences très vulnérables au changement climatique. Par exemple, là, j'ai donné un exemple que j'aime bien donner qui vient d'un article qui montre sur cette carte ici en haut à gauche. Aujourd'hui, euh, ils ont calculé le nombre de canicules mortelles observées par année dans tout, à l'échelle du globe. Et donc, il y a un certain nombre de canicules mortelles. Donc, c'est vraiment un nombre de jours consécutifs de chaleur très forte, jour et nuit, au point qu'on définit ça comme un jour de canicule mortelle parce que ça attaque la vie, c'est une menace pour la vie humaine. Et donc, sur la figure qui est juste en dessous, c'est une prévision à 2000, en 2100, dans un monde où en 2100, on aurait une augmentation de 1,5 degré. Donc aujourd'hui, on est à 1,2 degré, et là, on imagine qu'on a une augmentation de 0,3 degrés de plus. Et donc, dans un monde en 2100 avec 0,3 degrés de plus, on aurait 100 à 250 jours par an euh, de canicules dites mortelles dans beaucoup de régions de la bande tropicale. Et ça, c'est le scénario le plus optimiste. Mais si on regarde le scénario qu'on a tendance à suivre plutôt actuellement, donc c'est l'image qui est tout en dessous, la dernière image, c'est un monde à plus 3 degrés en 2100. C'est plutôt les tendances qu'on suit actuellement. Et là, on obtient des régions du monde où c'est environ 360 jours par an qui obtiendraient des canicules très fortes. Donc autant dire que c'est des régions qui vont être difficiles à vivre, qu'il va y avoir des déplacements de population et qu'il va falloir s'adapter si on continue sur cette trajectoire, ce qui n'est pas espéré. Donc pour éviter de continuer sur cette trajectoire, tu vois, les sciences du climat cherchent à la fois ont étudié les solutions d'adaptation, donc aménagement du territoire et toute autre solution d'adaptation. On en parle dans l'ouvrage avec cette autrice du GIEC qui s'appelle Céline Virginie Duva. Je ne vais pas détailler plus ici. Et aussi des études sur les mesures d'atténuation du changement climatique pour éviter justement d'aller jusqu'à 3 degrés en 2100, et notamment l'atténuation des inégalités socio-économiques. Ça, c'est Céline Guivarch qui nous le présente et qui nous rappelle notamment que aujourd'hui, les 10% les plus riches de la planète sont responsables de quasiment 45% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale. Donc, ces inégalités ont des conséquences très fortes
sur le changement climatique. Et enfin, c'est Henri Weissmann, euh, qui est donc un chercheur qui fait notamment le lien entre les politiques et les scientifiques, et qui nous rappelle que le GIEC a regardé les différents secteurs dans lesquels on peut agir à court terme pour avoir un impact sur le long terme. Et ils ont identifié 4 grands secteurs sur lesquels on peut appliquer des mesures d'atténuation, qui sont donc le secteur de l'infrastructure et des transports, le secteur de l'énergie, de l'agriculture et l'utilisation des sols, et le secteur de l'industrie. Alors là, encore une fois, je présente ça, mais on est détaillé dans la bande dessinée et dans les rapports du GIEC encore plus. Et pour finir donc sur le contenu des rapports du GIEC, comme je vous l'ai dit, le GIEC a étudié différents scénarios pour prévoir les différents futurs. Et ils ont résumé tous ces scénarios en 5 grands scénarios qu'ils ont appelés les SSP pour Share Social Economic Pathway. Et donc, le scénario le plus sobre, en bleu clair, nous amènerait à des températures d'environ 2 degrés en 2100. Donc en noir, là sur la figure, c'est bien les observations et puis en couleur, les 5 scénarios. Encore une fois, le scénario le moins optimiste, lui, nous amènerait à des températures jusqu'à plus 5 degrés en 2100. Donc là, ce serait une réelle catastrophe. Et les politiques actuelles nous mènent donc au-delà, à peu près au-delà de 3 degrés en 2100. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et un message fort qui a été dit dans un des rapports du GIEC que j'aime bien rappeler, c'est que chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque action compte. Et même aujourd'hui, on dit même que chaque dixième de degré compte pour changer la trajectoire de ces scénarios. Alors du coup, Xavier et moi-même, qui nous sommes représentés dans un ouvrage de bande dessinée, donc là, ce sont les 2 personnages. Et donc moi, initialement, je suis docteur en sciences du climat et de l'atmosphère. J'ai passé ma thèse à Toulouse en 2019. Et donc, je suis désormais aussi scénariste de cette bande dessinée. Et Xavier, si tu permets, je vais te présenter. Est illustrateur et également auteur de plusieurs bandes dessinées. Et ces dernières années, il se concentre plus particulièrement sur des ouvrages qui portent sur la crise de la biodiversité et le changement climatique. Et notamment, il a publié également des ouvrages pour enfants qui s'appellent C'est pas des salades, super chouette, dont j'ai glissé l'image dans la présentation. Alors, cette idée, elle m'est venue à la fin de ma thèse, du fait que j'ai fait donc des études sur le changement climatique. J'étais touchée par ces études et aussi touchée par les témoignages émouvant de certains collègues, et puis certains de mes collègues étaient aussi auteurs du GIEC. Là, c'est une image qui montre une discussion entre le personnage de Iris et un collègue à elle qui lui dit que son directeur de thèse n'est pas vraiment présent parce il est en train de finir un article pour le GIEC. Et donc, j'étais aussi touchée par les témoignages émouvants de certains collègues auteurs du GIEC. Là, c'est une autre image qui montre lors d'une conférence qui s'est vraiment réalisée. C'est une conférence où des auteurs du GIEC ont présenté des travaux sur le GIEC. Et à la fin de la conférence, une personne du public, grand public, demande aux auteurs du GIEC, mais comment vous faites, vous qui avez depuis plus de 30 ans la tête dans ces mauvaises nouvelles, comment vous faites-vous pour endormir la nuit et puis pour revenir travailler le lendemain et voir que finalement les choses ne changent pas, vous alertez depuis plus de 30 ans et les choses ne changent pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et moi, ça m'avait aussi touchée de les voir admettre que c'est difficile et c'est vraiment des discussions qu'on a parfois entre collègues, que ça peut être des sujets difficiles. Et en parallèle de ça, j'ai aussi constaté que finalement, quand je sortais de ma bulle de chercheur et de chercheuse, j'observais que finalement, peu de personnes autour de moi connaissaient le GIEC ou alors avec une vague idée de ce que c'était. Là, c'est un exemple, par exemple, en covoiturage, où la personne me demande ce que je fais dans la vie et donc je dis que j'étudie le climat. Et, euh, et cette personne me dit, ah oui, alors est-ce que c'est vrai, le changement climatique, est-ce que ça existe? Et puis le personnage de Iris répond, d'après le GIEC, on se pose plus trop la question. Et puis ce monsieur répond, monsieur le GIEC, je ne le connais pas, lui, je ne sais pas qui il est.
En fait, c'est un exemple qui m'arrive vraiment très, très fréquemment, encore aujourd'hui, enfin, qu'on me dise est-ce que c'est vrai le changement climatique? Et puis, qu'est-ce que c'est que le GIEC? J'en ai jamais entendu parler et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'écrire cet ouvrage. Alors, l'histoire, c'est l'histoire donc de Iris, qui est climatologue et qui raconte son histoire et qui raconte notamment sa rencontre avec Xavier, son voisin. Alors, c'est une histoire fictive. On s'est amusé à donner à ce personnage de Xavier le prénom de Xavier, mais c'est pas vraiment mon voisin. Et donc, ce personnage de Xavier est novice dans le monde du climat. Enfin, il connaît pas grand-chose au changement climatique. Et du coup, Iris lui propose un jour de l'accompagner à une conférence, une rencontre avec des auteurs du GIEC, une conférence sur les rapports du GIEC. Et donc, ils y vont tous les deux. Puis, à la fin de la conférence, Xavier a plein de questions et puis décide d'aller voir une des conférencières qui s'avère être Valérie Masson-Delmotte, donc coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC et membre du Haut Conseil pour le climat. Et il y va sans hésitation pour lui poser plein de questions. Et, euh, et à la suite de cet échange, et une complicité se crée, et puis Xavier ressort avec encore plus de questions, et donc et partage sa frustration à Iris, et du coup Iris lui propose d'utiliser son réseau dans le monde de la recherche pour lui présenter un collègue à elle qui s'avère être un auteur du GIEC pour qu'il puisse lui poser ces nouvelles questions. Et donc de cette deuxième rencontre en découle une autre et ainsi de suite. Et donc Iris et Xavier vont rencontrer différents auteurs du GIEC de sorte à parcourir un peu l'ensemble des rapports du GIEC. Ils vont les rencontrer dans différents lieux, que ce soit dans des laboratoires de recherche ou encore ici avec Wolfgang Kramer dans les Calanques à Marseille. Euh, alors cette histoire, elle suit deux structures principales. La première, vous l'aurez compris, c'est un peu la même structure que celle des rapports du GIEC eux-mêmes. C'est-à-dire que les rapports du GIEC sont divisés en trois grands groupes de travail. Et le premier groupe de travail du GIEC se concentre sur la compréhension du changement climatique, donc comprendre les processus, pourquoi il y a un changement climatique. Et donc les premiers auteurs de la BD qui vont être rencontrés viennent de ce premier grand groupe de travail. Ensuite, les auteurs suivants viennent du deuxième grand groupe de travail qui porte plus sur les vulnérabilités, les risques de ces changements et comment s'y adapter. Et enfin, les derniers auteurs rencontrés viennent du groupe de travail qui porte plus sur les solutions pour atténuer les dommages du changement climatique. Et en parallèle de cette structure, j'ai envie de dire un peu académique, on a décidé de suivre une autre structure qui est la structure, voilà, la structure des émotions. En fait, cette courbe s'appelle parfois la courbe du deuil. C'est une courbe qui est souvent utilisée en écopsychologie euh, ou en psychologie tout court d'ailleurs, pour décrire l'état émotionnel d'une personne face à un changement. On la retrouve beaucoup dans les travaux de Johanna Massy ou encore de Pablo Servigne. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Euh, et donc, le personnage de Xavier va traverser différentes émotions tout au long de ses rencontres, tout au long de sa prise de conscience de l'état de la planète et du climat et, euh, et de la biodiversité aussi. Et donc, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est on vit un choc. Donc, on apprend, par exemple, qu'il y a un changement climatique. Et puis, on rentre petit à petit dans une phase de déni. On ne veut pas du tout y croire. Puis, dans une phase de colère, on est vraiment en colère que ça arrive. Puis, dans une phase de négociation, on va essayer de recoller les morceaux. On voit que tout est cassé et on va essayer de trouver des petites solutions pour recoller les morceaux et finalement réaliser que c'est trop difficile, c'est trop gros et on peut rentrer dans une phase euh, beaucoup plus anxieuse ou de dépression. Aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété ou encore de solastalgie, c'est le terme pour dire éco-anxiété. Et c'était vraiment important pour moi d'aborder ces phases parce que comme je l'ai exprimé tout à l'heure, bah, enfin, autour de moi, je rencontre beaucoup de personnes qui passent par ces différentes phases. J'ai par exemple un collègue qui est parti 6 mois en arrêt de travail pour cause de solastalgie, donc d'éco-anxiété très forte. J'ai rencontré des personnes
était tellement stressée que quand elle voyait dans le ciel un avion passer, elle sentait une boule au niveau, une boule de stress. Et vraiment, quand on travaille quotidiennement sur des sujets un peu anxiogènes, on peut rentrer dans ces phases-là. Et ce qui était important pour moi, c'était à la fois de donner des clés pour pas vivre ces émotions trop fortement, et aussi de montrer qu'en fait, ce sont que des phases et que la phase suivante, généralement, c'est une phase d'acceptation. On accepte les faits. Puis la phase suivante, c'est une phase d'expérimentation. On va essayer d'expérimenter différents nouveaux modes de vie. Puis de prise de décision, on va décider de vivre de telle manière. Et ensuite d'intégration de ce mode de vie dans notre quotidien. Et donc, c'est vraiment un modèle. Donc, c'est pas le changement climatique puis toutes ces phases. C'est plutôt à chaque fois qu'on apprend quelque chose de difficile à recevoir, on peut passer par ces phases plus ou moins fortement. Et c'était une occasion d'aborder l'importance d'écouter ces émotions. Et donc, pour finir, du coup, la structure, elle est assez liée dans le sens que les premiers auteurs du GIEC rencontrés sur la compréhension du changement climatique, bah, le personnage de Xavier va plutôt vivre des émotions de choc, déni, colère. Puis ensuite, sur les auteurs qui parlent plus des risques, il va être plus dans la dépression. Puis quand on parle d'adaptation, il va être plus dans l'acceptation. Et enfin, quand on parle des solutions d'atténuation, il va être plus dans des émotions positives. Et il va trouver, on va parler des solutions à l'échelle individuelle et collective. Et donc, ça va plutôt le mettre dans le mouvement et dans l'action. Et voilà, c'était important pour moi de ne pas finir le livre sur un message anxiogène, mais au contraire de pousser le lecteur à aller plus loin. Voilà, ben, je vais laisser la parole à Xavier pour parler de l'importance et les difficultés de diffuser les travaux du GIEC. Et Xavier, n'hésite pas à me dire, euh, Ouais, ouais, je ça marche. changerai les slides. Alors bonjour à tous, parce que j'ai pas, j'ai pas encore pris la parole. Effectivement, moi je vais vous parler plutôt de comment, enfin pourquoi on a choisi la BD, comment on a choisi, enfin comment on a pu vulgariser tous ces travaux qui peuvent être parfois complexes et les rendre accessibles au plus grand public. Mais avant toute chose, j'aimerais dire que, et puis je pense que vous le savez aussi bien que nous, mais ce sont des thèmes qui sont déjà abordés, diffusés par plein de gens, aussi bien des scientifiques, donc il y a que ce soit dans des articles, aussi bien des articles scientifiques que dans des articles de journaux, à travers les médias. Il y a plusieurs scientifiques qui parlent aussi bien sur les réseaux sociaux que sur des plateaux télé. Il y a même, là, c'est Christophe Cassou qui est à droite, qui a participé. Alors, il a témoigné lors de plusieurs procès pour expliquer pourquoi certaines personnes en arrivent à faire des actions non violentes pour lutter contre tel ou tel projet. Il y en a tellement. Donc, il y a aussi plein d'associations, d'ONG qui se battent, chacun avec leurs armes, on va dire. Et bien sûr, de plus en plus aujourd'hui, et c'est super de voir ça dans les écoles, dans le monde universitaire, les enseignants en parlent, abordent ces sujets et cherchent des façons de transmettre tout ça. Alors, nous, on a choisi la bande dessinée. Je crois qu'il faut peut-être plutôt passer sur la slide suivante. Merci. Alors, on a choisi la bande dessinée. C'est un outil qui a énormément d'avantages. Ça se lit, donc c'est quelque chose qu'on a entre les mains. On peut lire à son rythme. On peut revenir en arrière s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris, à la différence d'une vidéo, par exemple, qu'on pourrait voir sur Internet. Des fois, les choses vont très vite et il y a plein d'informations, on n'a pas le temps de tout assimiler. Là, l'avantage, c'est qu'on lit à son rythme, on prend chaque information comme on le ressent, on peut faire une pause, etc. Et bah, c'est sûr que bah, c'est une bande dessinée, donc c'est aussi une histoire. On rentre, on suit une histoire, c'est toujours plus sympa que de lire une série de données. Et ça permet aussi de s'identifier au personnage. Alors, c'est vrai on a créé plusieurs personnages en fait dans l'album auxquels chacun pourra s'identifier en fonction de son niveau de connaissance, on va dire. Il y a le personnage de Xavier qui me représente, qui est complètement naïf au début,
Il y a le personnage d'Iris qui peut être pour justement, qui peut servir de, de lien en fait entre des personnes qui savent moins et d'autres. Et c'est toujours aussi possible de s'identifier notamment aux différents scientifiques qui sont interviewés, qui, euh, qui parlent pas seulement de leurs travaux, mais qui parlent aussi de leur vie, de comment ils perçoivent ce travail, enfin, comment leur travail est perçu par la société. Euh, voilà. Et puis au niveau bande dessinée aussi, c'est vrai que alors ça fait quand même de nombreuses années aujourd'hui qu'il y a des bandes dessinées qui sont plus à destination enfin, plus didactique, on va dire. Alors la première qui avait vraiment marché, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Economics, donc qui parlait d'économie. Mais c'est vrai que depuis pas très longtemps, on en voit beaucoup plus, et notamment Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, qui était en 2022, si je dis pas de bêtises, c'était la meilleure vente, tout livre confondu, en France. Ouais, je pense que ça va pas aller beaucoup plus loin que la France. Donc c'est vrai que c'est un médium qui est vraiment utilisé de plus en plus, et pour nous, c'était une façon vraiment intéressante de développer ces rapports et de pouvoir essayer de mieux les expliquer, quoi. Il y a d'autres outils, là, c'est vrai que Iris a mis une image c'est un scientifique avec qui on a travaillé, qui nous a aidé à, à vulgariser toute la partie sur le forçage radiatif, qui a fait lui aussi, alors c'est pas tout à fait de la BD, c'est entre la BD et le dessin animé, parce qu'il y a des petites animations, et ça s'appelle, donc là c'est Super Troopers, mais c'est les grandiloquents en français. Donc c'est aussi très intéressant. Voilà. Alors, il y a toutes les motivations donc, pour faire cette bande dessinée. Pour ma part, c'était, je, comme l'a dit Iris tout à l'heure, ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse à tous ces sujets-là, que ce soit le climat ou la biodiversité. Et euh, d'une certaine façon, moi, je ressens une forme de devoir, en fait. J'ai la capacité de raconter des choses par le dessin, parce que j'ai appris à le faire et que ça fait 20 ans que je le fais maintenant. Je me dis que c'est un peu un devoir pour moi d'essayer d'expliquer et de transmettre ces messages avec les moyens qui sont entre mes mains, tout simplement. Et en faisant ça, on s'est aperçu, alors d'abord Iris, parce que c'est Iris qui a réalisé toutes les interviews avant même qu'on se rencontre, mais moi j'ai quand même aussi pu rencontrer certains des auteurs après coup. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a marqué et qui avait déjà marqué Iris à ce moment-là, c'est que ils sont tous hyper heureux de pouvoir partager leurs travaux, de pouvoir discuter de tout ça et de trouver un nouveau moyen quelque part de transmettre tous les messages qu'ils ont besoin de faire passer, quoi. Alors, avec cette bande dessinée, on a essayé de chercher à viser le plus large possible. Donc, c'est essayer de toucher aussi bien celles et ceux qui ont encore des doutes. On entend parler de ça, on se dit, c'est ce que disait Iris tout à l'heure, est-ce que c'est vrai, etc. Et, ça leur permet de vraiment comprendre avec autant que possible enfin, on a essayé de mettre les données réelles. On n'a pas simplifié ces données, j'en reparlerai après, mais on a essayé de les rendre accessibles à tout le monde. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont déjà sensibilisés, donc qui connaissent, qui se sont déjà beaucoup renseignés. Mais c'est un outil qui pourra leur permettre de peut-être mieux comprendre certaines choses. Il y a souvent des concepts qui ne sont pas toujours très bien expliqués ou pas très bien compris, et ça leur permet d'approfondir leurs connaissances, ce qui leur permettra aussi peut-être de mieux expliquer aux autres s'ils ont besoin de transmettre eux-mêmes ces informations. Et puis, ça s'adresse aussi à celles et ceux qui connaissent le GIEC et qui travaillent dedans. Ça peut être, peut-être que vous, vous êtes pourrez aussi vous en servir voilà, pour développer tout ça, quoi. Et au niveau enseignement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a été un gros travail de vulgarisation. C'était important pour nous de rendre tout ça accessible, mais sans pour autant déformer les résultats. Alors, un exemple là qui est donné ici, c'est
quand on parle d'incertitude. C'est vrai que souvent dans l'esprit des gens, quand on parle d'incertitude, ça signifie on n'est pas sûr, c'est l'absence de connaissance. Et, euh, et c'est vrai qu'on a passé tout un passé, enfin, il y a toute une série de pages qui rentrent un peu dans le détail sur qu'est-ce que c'est qu'une incertitude dans la science. Quand on parle d'incertitude, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, ça veut dire qu'on mesure on mesure cette incertitude, on mesure justement ce côté où il peut y avoir une variabilité, quoi. Je prendrai peut-être d'autres exemples après avec d'autres images pour montrer comment on a préféré re- modifier certains graphiques, ou enfin pas modifier, mais retravailler certains graphiques pour les rendre plus accessibles. Mais de façon générale, sur la structure globale de l'album, on a aussi essayé de rendre ce livre comme un outil, c'est-à-dire que chaque chapitre, donc je crois pas qu'Iris ait précisé ça, mais c'est vrai qu'il y a 9 chapitres dedans qui correspondent à chaque fois à une rencontre avec un des scientifiques. Et chacun des chapitres a sa couleur associée. Donc, par exemple, si on cherche le chapitre de Wolfgang Kramer dont on parlait tout à l'heure, on sait que c'est la couleur verte, donc lui, il est plutôt orienté biodiversité. Et si on a des questions en reprenant ce livre plus tard, on se dit, ah, la biodiversité, ploup, on ouvre, en 2 secondes, on a retrouvé le bon chapitre. Et puis on peut relire le passage parce qu'on a reconnu la couleur. De la même façon, c'est le choix du dessin. Euh, dès le début, on s'est dit qu'il fallait pas que ce soit un dessin trop poussé, trop fouillis, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et c'est vrai que le lecteur a besoin de se concentrer sur les informations liées aux résultats scientifiques plutôt que sur une belle image ou quoi que ce soit. Et bon, on a quand même mis des belles images parce que c'est quand même sympa, ça fait du bien aussi. Mais on a essayé de faire un dessin qui perturbera le moins possible le lecteur lors dans le moment où il parcourt le livre, quoi. Ici, c'est un exemple de comment on a pu le vulgariser. Donc, cette courbe que vous connaissez sûrement, courbe, je ne sais pas si on peut dire ça, mais la- les warming stripes. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans tout le chapitre avant, on la voit à plusieurs reprises, soit sur un écran derrière, soit sur une feuille, sans trop expliquer ce qu'elle signifie à ce moment-là. Et puis, à la fin, en fait, le personnage de Xavier a fait un cauchemar. Et, et on transforme donc cette courbe en une espèce de main un peu monstrueuse et qui permet aussi d'apprécier à la fois le danger qu'elle représente, mais avec la main, on montre aussi les cinq scénarios envisagés. Donc, et puis, ah non, c'était Valérie, je disais qu'Iris, aide-moi. Je sais plus ce qu'elle disait par rapport à la main, que ça donnait aussi une autre image qu'on n'avait pas anticipée. Oui, Ça ça, permet peut-être d'avoir la main sur les choses. Je sais plus ce qu'elle disait. oui, elle disait une jolie image disant que l'avenir est entre nos mains parce que cette courbe montre les différents scénarios dont je vous parlais tout à l'heure et donc l'évolution des températures. Donc plus c'est rouge foncé, plus ce sera une température forte et donc on a représenté un peu ça avec les 5 doigts de la main et donc elle nous disait l'avenir est entre nos mains. C'est ça, voilà. Donc c'était l'avenir est entre même si on n'y avait pas pensé, ça marche bien. Mais alors il y a d'autres courbes, je crois pas que tu les aies mises, Iris, ici. Mais il y a d'autres courbes qu'on a essayé de simplifier. Alors il y a celle-là qui est c'est tous les forçages radiatifs qui sont compilés en fait sur une seule courbe. Donc c'est une courbe qui est assez complexe. D'ailleurs, pour la petite histoire, juste en dessous dans la BD, il y a Christophe Cassou qui dit, enfin, qui parle. Et moi, je lui avais fait dire au début, cette courbe est compliquée, je ne sais plus exactement quels étaient les mots, mais cette courbe est compliquée, on va la regarder en détail. Et Iris m'avait fait remarquer, il ne faut pas dire elle est compliquée. Et donc, on a changé le texte pour dire cette courbe raconte beaucoup de choses. Et ça fait partie de ces petites méthodes, en fait, pour expliquer, enfin, pour ne pas décourager aussi, et inciter le lecteur à aller toujours un peu plus loin. Donc cette courbe, on la voit là. On prend plusieurs pages, je crois que sur 4 ou 5 pages derrière, on décrit chacun des facteurs, ben, des forçages, pour savoir quel est leur impact, comment ils fonctionnent, comment il évolue à travers le temps aussi. Et à la fin du chapitre, on revient avec une grande image
qui résume un peu toutes ces courbes. Donc là, on voit à droite l'image du cheval, c'est aussi lié à une métaphore qu'on utilise sur le forçage radiatif. Donc, ça permet de rendre un peu cette courbe un peu plus, bah, vraiment lui faire dire qu'elle raconte quelque chose, en fait, justement. Et donc, à travers cet album, on a cherché à faire passer principalement trois grands messages. Des messages forts. Donc, le premier, c'est une émotion sert à passer à l'action. Je pense que c'est pas forcément évident dans tous les sens, mais il y a des choses qui sont faciles à voir. C'est que quelque part, quand on est en dépression, on est complètement paralysé. Et à l'inverse, justement, on est complètement bloqué, on ne passe pas à l'action. Mais dans l'autre sens, effectivement, alors je pense que la colère peut aider à passer à l'action, mais il y a d'autres émotions dont on parlait tout à l'heure, l'expérimentation, l'intégration, tout ça, ce sont des émotions qui font qu'on peut avancer. Si on se contente de juste regarder des résultats et d'avoir tout d'être complètement factuel, on risque de ne pas bouger. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis un accent particulier sur les émotions dans cet album. Un autre grand message, c'est une phrase que nous avait dit Céline Guivarch. Nous sommes 100% du problème, donc 100% de la solution. Et c'est vrai que enfin, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. C'est à nous de sortir, de faire ce qu'il faut faire pour que les choses ne se détériorent pas plus. Enfin. Et puis Iris, je vais peut-être te laisser finir sur le dernier grand message. Ah oui, ok, merci Xavier. Du coup, un dernier message qu'on fait passer, c'est Valérie Masson-Delmotte qui nous l'a transmis un peu, c'est de dire que le vrai challenge aujourd'hui n'est plus vraiment de prouver l'impact des activités humaines sur notre environnement, mais bien de transmettre le savoir accumulé depuis des décennies, de plus de 30 ans maintenant, par les scientifiques, pour que les citoyens puissent s'en emparer, comprendre et pouvoir agir, donc comme je disais, individuellement et collectivement. Et d'ailleurs, on finit l'album avec une phrase d'Albert Einstein qui dit que ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Voilà. Mais du coup, moi, je vais finir cette présentation avec, avec la quatrième de couverture de l'album. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai l'album dans les mains. Il est assez conséquent, et quatrième de couverture. Et puis avec cette phrase de Jean Jouzel, donc, qui est aussi un des auteurs du GIEC rencontré, qui nous dit que l'avenir ne dépend pas du GIEC lui-même, mais de ce que nous faisons collectivement, des résultats qu'il met en place, en évidence. Donc voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Iris et Xavier. Super, bonjour. Ouais, je voulais juste remercier Iris et Xavier pour le boulot que vous avez fait. Je trouve que c'est hyper important de cette démarche de transmission de, de ces informations-là. Je suis formateur, moi, sur la transition écologique en parallèle de mon métier de cartographe. D'ailleurs, Xavier, super la sémiologie sur enfin, de ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu et je retrouve plein de trucs voilà, hyper stratégiques sur comment on transmet l'information, on met du sens. J'avais juste trois messages. Donc, le premier sur l'importance effectivement de communiquer et de communiquer le plus vite possible, parce que comme Iris, tu l'as montré, comme vous utilisez cette courbe du deuil, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps de digérer l'information et de se mettre en mouvement, d'être capable d'être enfin, en situation d'agir. Donc, bah, du coup, oui, il faut informer et votre outil, enfin, votre BD, elle est là pour ça, c'est génial. La diffusion, pour moi, elle est de mieux en mieux, elle se fait de mieux en mieux. Le climato-scepticisme, il recule, mais l'information, elle est vachement inégalement répartie dans les strates de la population. Et donc, il y a un enjeu, et c'est ce que vous avez dit sur la responsabilité, à partir du moment où on est informé, de diffuser. Et ben voilà, maintenant, toutes les personnes, je vois qu'il y a plein de jeunes qui sont dans la salle, vous venez de leur remettre un petit peu le fardeau, lisez le bouquin, et puis allez-y, on y va. Après, l'expérience qu'on a, donc moi je travaille au parc amazonien de Guyane, on a engagé cette démarche d'essayer d'être un peu plus vertueux. On s'est rendu compte qu'il y avait des résistances terribles. Il faut peupler aussi nos esprits de nouveaux outils, de nouvelles manières de penser, de voir le monde pour réussir à se projeter, pour réussir à penser les choses de manière un petit peu différemment. On est issu
d'un monde de croissance. On est issu d'un monde qui a connu ces 20-30 dernières années encore plus et encore plus d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact, de production et de consommation. Donc, penser contre soi, c'est pas toujours évident. Donc ça aussi, ça nécessite un petit peu de temps. À ce sujet-là, vous, vous êtes des scientifiques à ce niveau-là, non, c'est ça, Nicolas? En majorité, oui. Ouais. Il y a deux Des semaines, il y avait une étudiants, conférence, un ouais. colloque sur l'orpaillage en Guyane. Et donc, il y avait des scientifiques. Le colloque était un petit peu orienté, comme vous pouvez vous en douter. Et j'ai vu beaucoup de scientifiques qui travaillaient sur l'acceptabilité sociale de la mine. C'est une petite mise en garde. Les scientifiques qui peuvent se mettre au service du bien commun, de l'intérêt collectif. C'est ce que fait Iris dans son travail et les 800 scientifiques du GIEC. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a une petite tentation parfois voilà, de tordre un petit peu les choses et de s'intéresser non plus à ce qui est le bien commun, mais à comment tordre un peu voilà, l'acceptabilité. Quand on travaille sur comment rendre acceptable une activité, l'orpaillage en l'occurrence, qui est extrêmement impactante, énergivore, voilà, ça pose question. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire en tant que jeune scientifique et futur scientifique, mais voilà, sûrement une vigilance là-dessus. J'ai beaucoup parlé. Juste merci. Voilà. Je termine par un grand merci. Ah oui, dernière chose, agir rend heureux. Donc les jeunes, allez-y, quoi. Merci. J'ai rien à rajouter. Je sais pas. Bon, ben, moi, je voulais savoir, en fait, quelle a été la réception? En fait, comment vous voyez au niveau du public à qui vous adressez la bande dessinée? En fait, quel est vos retours sur comment ils prennent l'information avec la bande dessinée? Bah, c'est une bonne question. L'ouvrage est sorti au mois de mars et en fait ça a très très bien marché. On a eu beaucoup de chance. Euh, et, euh, et alors, bah, il y a certaines personnes qui nous disent vraiment avoir été même jusqu'à bouleversées par certains passages, mais qui ça les a vraiment bah, ça leur a appris des choses. Il y a beaucoup de personnes du milieu de l'enseignement qui s'emparent vraiment déjà de certaines planches dans leurs cours, que ce soit au secondaire ou au supérieur, dans le supérieur. Ouais, on n'a pas les statistiques de qui a acheté la BD, mais en tout cas, de ce que je sais autour de moi, il y a beaucoup de personnes plutôt sensibilisées ou curieuses par ces thématiques qui s'emparent de l'ouvrage et qui, après l'avoir lu, l'offrent à des personnes qui, elles, bah, n'ont pas du tout ou ne sont pas très intéressées ou n'ont pas beaucoup d'intérêt pour ces thématiques-là. Et donc, petit à petit, on arrive de cette manière-là à toucher aussi un plus grand nombre et à faire partager ces connaissances-là. Ok, ben merci. Mais j'avais une autre question, c'est est-ce que, par exemple, vous avez, moi, j'imagine, j'ai beaucoup d'amis qui sont profs de SVT ici à Kourou, et j'imagine que ça pourrait être vraiment un super support pour discuter de ces thématiques et ces problématiques dans les lycées. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose, des canaux que vous avez exploré pour diffusion. On se fait beaucoup, du coup, contacter par beaucoup d'enseignants, que ce soit lycée ou même au-delà. Et en fait, on est en train de créer un dossier pédagogique qui serait accessible via le QR code à la fin de l'ouvrage, mais ça prend du temps. Du coup, il y a plusieurs enseignants qui travaillent dessus pour utiliser certaines planches, la planche du forçage radiatif, qu'on a par exemple travaillé avec un chercheur en didactique pour vraiment travailler ce travail de vulgarisation. Pour enfin, vraiment, notre objectif, c'était qu'on puisse comprendre l'information, c'est une chose, mais ensuite la retenir, c'est une autre, et être capable de la retranscrire oralement, c'est une autre chose. Donc on a vraiment essayé de travailler avec un chercheur en didactique là-dessus. Et donc, il y a déjà des enseignants qui veulent s'emparer de certaines planches. Alors pour ça, aujourd'hui, tant que le dossier pédagogique n'est pas utilisé, le seul moyen d'utiliser les planches et de les diffuser, c'est d'envoyer un message à la maison d'édition, leur demander, et généralement, ils répondent positivement, mais il faut demander leur avis. Mais voilà, on travaille sur ce dossier. Bon, je verrai les informations à mes collègues profs. Je vois qu'il y a une question de Ouais. Jérôme. Xavier, tu veux répondre aussi? Non, je voulais juste compléter pour dire que effectivement, par rapport à l'accueil du livre jusqu'à présent, il a été super bien accueilli et c'est vrai que là où on a eu le plus de retours positifs,
c'est du côté des enseignants et tout le monde académique en fait. Et on est vraiment content de notre éditeur. Pour lui, il qualifie ce livre d'outil en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lui, il facilite autant que possible l'utilisation des pages de la bande dessinée pour la transmission dans les écoles, dans les facultés, etc. Donc, il faut vraiment pas hésiter si des gens sont intéressés, il faut pas hésiter à demander. Et effectivement, il y a toujours des droits, donc on peut pas prendre comme ça, mais l'éditeur facilitera toujours autant que possible ce genre de démarche, quoi. Merci Xavier. Jérôme? Ouais, j'ai une question. En fait, pour moi, un des enjeux de la vulgarisation scientifique, c'est d'essayer de transmettre la connaissance au plus grand nombre. Ça, c'est l'enjeu global. Et dans le cadre particulier du réchauffement climatique, je pense que votre BD le fait parfaitement bien. Mais il y a un autre enjeu qui me semble important aussi, que mentionnait Pierre avant, c'est les climato-sceptiques, ceux qui n'y croient pas. Et comment, en fait, arriver à convaincre des gens qui ne croient pas à ça de lire un ouvrage de vulgarisation? Et est-ce que vous auriez des idées sur d'autres moyens de les convaincre autour de la vulgarisation scientifique? Et oui, et oui, c'est difficile. Euh, la manière qu'on a utilisée pour ça, c'est l'identification du lecteur dans le personnage de Xavier qui va apprendre, qui va évoluer sur son apprentissage sur ces thématiques et notamment qui va passer lui-même par une phase de climato-scepticisme. Et quand il est dans cette phase de déni, il va se poser des questions. J'ai un peu cherché, quand j'ai écrit le scénario, les questions qu'on peut se poser. Et donc l'ouvrage répond à ces questions. Par exemple, même, enfin, on peut être sceptique du changement climatique, mais on peut être sceptique du GIEC aussi. Donc j'ai essayé de répondre euh, à ces questions. Et donc c'est peut-être que une manière de convaincre une personne climato-sceptique de lire l'ouvrage, c'est que, en tout cas, une personne qui a encore des doutes de lire l'ouvrage, de dire que cet ouvrage peut répondre à ses doutes. Voilà. Ouais, je voudrais juste dire, c'est vrai il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la sémantique de parler de climato-scepticisme, climato-dénialiste, etc. Et je pense qu'un climato-sceptique, si on parle vraiment du mot sceptique, bah, le convaincre, c'est pas si dur, parce que s'il est sceptique, ça veut dire que il est pas sûr, ça veut dire qu'il a besoin d'être convaincu, et ça veut dire aussi qu'il s'y intéresse et qu'il est capable de lire. Si c'est un climato-dénialiste, ça veut dire qu'il est dans le déni total parce qu'il veut pas savoir, ou parce qu'il est payé pour, ou parce que je sais pas. De mon point de vue, c'est même pas la peine d'essayer, en fait. Si vraiment il veut pas, il veut pas. Donc il y a des tas de personnes à qui on peut parler, et ces gens-là, autant les laisser de côté. Si c'est un vrai sceptique, euh, bah, il sera curieux. Je pense qu'il peut être curieux et que la lecture de ce livre ou de nombreux outils qui existent aussi, hein, je ne dis pas que c'est le seul outil pour transmettre. Je pense Je suis qu'on pas sûr qu'il y ait a... encore beaucoup de sceptiques. Je Oui, pense qu'il y a mais qu'est-ce surtout que tu beaucoup veux de gens maintenant qui des sont dans le déni sceptiques? et qui parlent beaucoup. Après, je pense il y a des choses qui devraient être... peut-être que les chaînes d'information, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, etc., il devrait peut-être avoir une réglementation pour que ces gens-là n'aient pas autant de paroles, ou quand ils ont la parole, il y ait au moins une personne en face pour les contredire. Mais ça, c'est pas de notre... on n'a pas les moyens d'agir là-dessus. Mais enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est vrai que... quand on voit dans les ventes de livres qu'on est content des quelques ventes qu'on fait et c'est super. Et quand je vois que malgré tout, le livre de, comment il s'appelle, euh, François Gervais, qui cartonne, son livre, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc sceptique de 100%. C'est un livre qui cartonne. C'est c'est un peu déprimant de se dire que, bah ouais, quelque part, c'est plus facile de vendre en critiquant le climat qu'autre chose. Mais une fois de plus, je pense que si le but c'est de convaincre les gens qui sont sceptiques, c'est pas difficile. Mais ceux qui veulent pas savoir, on peut pas savoir, enfin, on pourra jamais les convaincre. Ils veulent pas.
Ok. Il y a une question dans la salle. Ouais. Ariane? Oui, bonjour. Alors, merci déjà pour cette présentation. Alors, c'est une question, mais aussi une remarque. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que bah, s'ils n'ont pas envie de savoir, faut pas essayer. Enfin, le souci dans ce genre de diffusion, c'est enfin, c'est difficile d'aller toucher des gens qui sont pas déjà avertis, en fait. D'aller faire lire des livres comme ça à des gens qui sont pas du tout dans le milieu ou qui sont pas du tout, qui n'ont même pas du tout l'occasion de connaître l'existence de ce livre. Et finalement, est-ce qu'une réponse, c'est pas aussi un peu bah, d'obliger, dans le sens où, par exemple, pour la fresque du climat, forcément, si on reste dans une démarche volontaire, on va rester en entre-soi, on est tous d'accord et on est tous convaincus. Après, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire dans pas mal d'entreprises et d'institutions. Et c'est là où les débats, quand on fait la fresque du climat, deviennent intéressants parce que justement, c'est des gens qui n'ont pas envie de savoir ou qui savent pas du tout ou qui vont aller un peu chercher. Donc, sans essayer nécessairement de convaincre, au moins d'informer et que ça fait progresser le débat. Donc finalement, je suis pas tout à fait d'accord déjà dans le sens où faut les laisser de côté et tant pis pour eux. C'est un peu bah, c'est sûr qu'il faut essayer justement d'aller toucher les gens qui sont pas informés et tout. Et là-dessus, moi j'avais une question. Vous, est-ce que vous êtes un peu dans cette démarche-là? Parce que bien sûr, il faudrait que les médias en parlent et tout ça, mais ça, on n'a pas la main dessus. Est-ce que vous verriez des façons pas d'obliger, mais de rendre un peu inévitable dans certaines institutions ou dans certains cadres la lecture de ce genre de bouquin, ou au moins la connaissance de son existence, quoi, pour des gens qui n'ont pas nécessairement accès par hasard, quoi. Je veux bien répondre. Ouais, mais les Euh, animations scientifiques, encore une fois, alors les écoles, c'est une bonne façon, mais les animations scientifiques, les gens qui viennent voir et qui s'attardent et qui prêtent connaissance, ils sont déjà convaincus, en fait. Ouais, je vois pas qui parle, mais en tout cas, je suis d'accord avec cette intervention et je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il ne faut pas baisser les bras et au contraire essayer au maximum de diffuser ces messages au plus grand nombre, même à ceux qui sont dans le scepticisme ou le déni, enfin, ceux qui sont dans le déni. J'ai pour, enfin, j'ai enfin, moi, avant de me lancer dans cette BD, en fait, j'ai cherché des médias qui puissent parler au plus grand nombre parce que finalement, une BD, par rapport à un livre, c'est déjà une manière de toucher un certain public. On a pas mal négocié aussi avec notre éditeur pour que le prix de la BD il soit beaucoup plus accessible. Normalement, une BD comme ça, c'est 10 euros de plus. Et là, on a vraiment demandé à que ce soit le plus bas possible pour toucher ceux qui peuvent s'offrir déjà ça, qui est déjà un certain prix. Mais ensuite, en fait, grâce à la sortie de cet ouvrage, on est de plus en plus invité à faire des conférences. Alors là, j'ai envie de dire un peu entre nous. Moi, j'ai l'impression d'être, en tant que scientifique, à parler à un milieu, en tout cas, plutôt scientifique. Mais je suis aussi invitée à des événements très grand public, parfois des universités qui sont ce sont des littéraires, parfois dans des entreprises. Et du coup, là, ils n'ont pas choisi d'entendre la conférence et certains ne connaissent pas du tout le GIEC. Peut-être que, ou alors certains ont des doutes. Et donc, c'est dans ces moments-là où j'ai vraiment l'impression de faire passer un message aussi. Enfin, non, en fait, j'ai l'impression de faire passer un message à tout niveau, mais c'est aussi une manière de faire passer un message à des personnes qui ont encore des doutes et qui seraient encore sceptiques. Mm. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour nous, hein. Moi, l'autre jour, j'étais en conférence et la première question du public, c'était pas une question, c'était le GIEC est un grand complot international. Et c'était très perturbant, mais en même temps, ça permet de discuter de pourquoi il a ces doutes-là et c'est aussi intéressant de cette manière-là. Xavier, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je veux pas rajouter, c'est juste que quand je parlais de imato-dénialiste tout à l'heure, c'est pas le déni de non, je veux pas entendre, ça me fait trop peur. C'est plutôt le déni généralement volontaire et qui sont pour diverses raisons. Et je pense que dans ces cas-là, enfin, personnellement, je trouve pas le moyen de parler à ces gens-là. Moi, je trouve le moyen de parler à tout,
tout plein de personnes qui sont pas au courant ou qui veulent juste en savoir un peu plus ou qui ont entendu un peu de tout et qui aimeraient faire le tri dans tout ça. Tous ces gens-là, on peut leur parler et ils sont extrêmement nombreux en fait. Et quand je dis qu'il faut laisser tomber, alors non, faut pas, c'est pas forcément qu'il faut laisser tomber. Je veux dire, si vous avez l'énergie pour vous battre avec ces gens-là, j'ai envie de dire, allez-y. Mais moi, je préfère garder mon énergie sur les milliers, millions de personnes qui sont prêts à entendre en fait plutôt que les peut-être quelques dizaines qui sont là à dire de toute façon, bah, comme tu dis Iris il y a 2 secondes, c'est un complot. Et encore, si c'est des gens qui disent ça, c'est que c'est qu'ils ont entendu ça et je pense qu'ils sont capables d'entendre un autre son de cloche. Mais, euh, mais je parlais de François Gervais tout à l'heure. C'est quelqu'un, par exemple, mais jamais j'irai lui parler en fait. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment il fonctionne, mais il est payé, c'est sûr. Il est payé par d'autres pour dire des conneries et il continuera. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ce que dit Xavier. J'ai des amis qui ont des parents qui veulent pas entendre parler de tout ça et qui leur ont offert leur BD et ceux pardon, qui leur ont offert la BD et ce qui a permis d'ouvrir des discussions avec leurs parents. Et je trouve ça assez encourageant parce que sinon, ils n'auraient pas eu de base. Enfin, je sais pas de base. Peut-être qu'ils auraient trouvé d'autres moyens. Il y a plein d'autres moyens. Il y a artistiquement, je veux dire, enfin, pas que. Dans des bouquins, il y a des super belles pièces de théâtre sur le changement climatique, il y a des musiques et il y a plein d'autres médias. Mais en tout cas, c'est un moyen aussi d'échanger avec des personnes qui, euh, qui n'auraient pas envie de se pencher sur ces sujets. Et voilà. Euh, merci. Il y a une petite question par Pierre. Oui. Encore moi. Juste un mot, le mot c'est point de bascule. Si je vous dis point de bascule, je pense que ça doit être dans le livre. On pense tous tout de suite climat et puis les points de bascule. Ces points de bascule, ils existent aussi en sociologie et c'est extrêmement intéressant. Dans un groupe, il va falloir atteindre un certain point de bascule pour que l'ensemble du groupe bascule. Dans une classe, par exemple, d'élèves, si vous avez 5 élèves qui sont motivés pour faire la révolution, eh ben, ils vont se lever. Il suffit qu'il y en ait un, son point de bascule, ce soit 5, ben, lui, il va se lever aussi. Donc, ils seront 6. Mais il y en a un autre, son point de bascule, c'est 6, donc ils seront 7, etc. Et là, vous allez entraîner comme ça l'ensemble de la société. D'où l'intérêt d'atteindre ces points de bascule en massifiant un peu l'information, d'où l'intérêt du travail d'Iris et de Xavier. Je demandais à tout le monde de remercier encore Iris et Xavier pour cette super présentation. Merci. Et je vous souhaite une très belle Merci à continuation. vous.